Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du juge de l'exécution, ce qui ne manquera pas de vous ravir. Et je vais même m'offrir un plan en deux parties et en deux sous-parties, mais je le précise bien, un plan en deux parties et en deux sous-parties totalement lamentable. En effet, c'est mon annonce de plan. Les dispositions relatives au juge de l'exécution sont première partie dans le Code de l'organisation judiciaire et deuxième partie dans le Code des procédures civiles d'exécution. Allons donc voir un peu ce qui se passe pour commencer, première partie, dans le Code de l'organisation judiciaire. Évidemment, vous vous en doutez, il y a deux sous-parties. En effet, dans ces fichus codes, on a aujourd'hui une partie législative et une partie réglementaire. Grosso modo, avec la même numérotation, mais c'est souvent pas parfaitement, ça ne correspond pas parfaitement. Alors, pour ce qui est donc de notre juge de l'exécution dans l'organisation judiciaire, il faut voir d'abord ce qu'il y a dans la partie législative et dans la partie réglementaire. Au passage, ça vous permet de voir comment vous pouvez faire un cours vous-même uniquement avec les codes. Voici donc la partie législative du COJ qui concerne le juge de l'exécution et nous avons le texte essentiel. On verra que le reste n'est pas inintéressant, mais que quand même ça l'est moins. Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. Autrement dit, c'est le président lui-même qui est normalement le GEX. Mais vous pensez bien qu'il ne va pas s'occuper de ces broutilles et donc il va pouvoir déléguer les fonctions et on verra un peu plus loin qu'il peut même les déléguer à un magistrat qui est dans une de ces fameuses chambres de proximité. Vous regarderez également avec attention, mais je ne peux pas le commenter ici, ça serait beaucoup trop long, les règles concernant la compétence du GEX qui sont dans l'article L213.6. Il faut malheureusement lire ça. Bon, grosso modo, ce sont les difficultés relatives aux procédures d'exécution et aux mesures conservatoires. Et puis il y a aujourd'hui la saisie des rémunérations, ce qui est une nouveauté. Bon, vous, ça vous semblera normal, parce qu'après tout, saisie des rémunérations, c'est bien une saisie. Mais avant, c'était pas pareil. On peut laisser tomber l'article L213.7 qui prévoit le renvoi à la formation collégiale éventuelle. Fin de la première sous-partie, de la première partie. Habile transition, après la partie législative, nous avons la partie réglementaire qui, comme toujours, est un petit peu, ici un petit peu seulement, plus touffue. Enfin, et en même temps moins importante, donc ça veut dire que mon plan est vraiment nul, puisque vous savez que dans le grand B, il faut mettre des choses importantes. Et là, vous voyez que, bon, en principe, ça non plus, c'est pas malin, le président du TJ exerce les fonctions du juge d'exécution dans le ressort du tribunal et s'il y a lieu dans celui des chambres de proximité. Mais il peut déléguer et il délègue d'une manière un peu compliquée parce qu'il délègue un peu sur mesure. Et c'est pourquoi, vous voyez, par exemple, l'ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier et au président de la Chambre des huissiers de justice. Elle est par ailleurs affichée. Enfin, tout ça est d'une complexité absolue, mais ça permet de faire du sur-mesure. Vous voyez, c'est tellement complexe qu'on a prévu que le président du tribunal judiciaire tranche les incidents relatifs à la répartition des affaires entre les magistrats à qui il a délégué les fonctions de GEX. Nous avons ainsi terminé notre première partie. Vous voyez que j'essaye de faire assez bref. Peut-être que je rajouterai des petits éléments à la vidéo ensuite. Mais il nous reste à voir dans une deuxième partie les dispositions qui sont applicables, qui sont prévues dans le Code des procédures civiles d'exécution. Et là, c'est quand même un petit peu plus important. Il y a d'ailleurs, vous allez voir, des surprises pendant ces textes. Donc, là aussi, ne faites jamais ça, ne faites jamais ça. J'ai le même plan dans ma deuxième partie que dans ma première partie. Chacun sait que ce n'est pas très élégant. Eh bien, je m'en fiche, là, je fais pas élégant, je vise l'efficacité. Donc, dans le Code des procédures civiles d'exécution, il y a des dispositions législatives et des dispositions réglementaires. Penchons-nous, sans tomber, sur les dispositions législatives tout d'abord que vous voyez ici.
Bon, passons sur les textes qui renvoient à d'autres textes. Vous voyez qu'on a ici des choses assez étranges. On est dans la partie législative, hein, j'insiste là-dessus, et là, elle est moins importante que la partie réglementaire. On vous dit, par exemple, que le juge d'exécution peut ordonner la mainlevée de mesures inutiles ou abusives. Bon, d'accord. Qu'il peut également condamner le débiteur, cette fois, à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. On aurait pu dire, bah, ça relève de la compétence, donc ça serait dans le COJ. Eh bien non, c'est là. Et alors, nous avons ensuite un texte important, et d'autant que vous allez voir, ce n'est pas très compréhensible, c'est le texte concernant la représentation obligatoire ou pas. Il y a une innovation depuis le 1er janvier 2020 avec ce qu'on a appelé la loi Belloubet, c'est qu'en principe, devant le tribunal judiciaire, je dirais toute formation confondue, la représentation par avocat est obligatoire. On a appelé l'extension de la représentation obligatoire. Alors, elle est obligatoire, sauf si elle ne l'est pas. Et justement, parmi les dispositions qui prévoient une dispense éventuelle d'avocat, vous avez cet article L121.4 qui n'est pas d'une clarté limpide, puisqu'on vous dit que sans préjudice des dispositions de l'article machin du Code du travail, les parties peuvent se faire assister et représenter devant le juge d'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Bon. Ce qui veut dire que si la représentation n'est pas obligatoire, on applique les règles du tribunal judiciaire quand la procédure n'est pas avec représentation obligatoire. Et ces règles, vous allez les trouver non pas dans le code de procédure civile d'exécution, encore que vous allez voir, elles soient clonées, mais vous allez les chercher dans le code de procédure civile, dans la partie consacrée au tribunal judiciaire. Et en gros, vous savez, c'est ces fameuses règles sur lesquelles on peut évidemment encore, si on veut, c'est facultatif, se faire assister ou représenter par un avocat, mais on peut aussi se faire représenter par un parent ou allié, ou si on est une entreprise, par un salarié, etc., etc. Mais je n'épilogue pas car nous allons avoir des précisions sur ce point dans, je dirais, le B' consacré au, qui est consacré aux dispositions réglementaires du Code des procédures civiles d'exécution. Vous remarquez ici que la dispense d'avocat, pour dire les choses simplement, concerne le cas où la demande est relative à l'expulsion et par ailleurs, c'est le plus important, lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'État. Je vous dis tout de suite, on va le voir dans un instant, c'est le montant de 10 000 €. Eh bien justement, nous allons voir maintenant, pour terminer, les dispositions réglementaires du Code des procédures civiles d'exécution. Les voici, les voilà. Eh bien, j'y arrive. Voilà, dispositions réglementaires. Alors là, c'est plus compliqué. Alors, ceux d'entre vous qui envisageraient de présenter l'examen d'accès à la profession d'avocat devraient se concentrer quand même sur ces questions-là, parce que c'est des trucs d'avocat, il faut bien dire, dans la plupart des cas, même si la représentation est obligatoire, il y a des avocats, et tout ça est détaillé, compliqué, etc. Il y a des règles relatives à la compétence. Alors vous allez me dire, mais on sait déjà la compétence, on y a énuméré. Oui et non, parce que, vous voyez d'abord, pour la compétence d'attribution, nous avons une règle qui, en procédure civile, est relativement, enfin, pas relativement, est exceptionnelle. En matière de compétence d'attribution, tout autre juge que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Ce qui veut dire que le moyen d'incompétence et d'ordre public pour les autres juges. Alors qu'en règle générale, le juge n'est pas obligé de relever d'office son incompétence. Éventuellement, il le peut, mais il n'est pas obligé de le faire. Vous avez ici les règles générales concernant la compétence territoriale, mais il y a des règles spéciales également
non pas pour chacune des procédures d'exécution, mais pour certaines d'entre elles. On nous dit que ces règles sont d'ordre public. Et j'en viens à la procédure. Alors, pour ce qui est de la procédure devant le GEX, vous voyez ici que le montant que je vous ai indiqué tout à l'heure est fixé à 10 000 euros. Et puis, vous avez ensuite cette disposition étrange, parce qu'elle est en partie contradictoire avec ce qu'on a dit avant, qui est l'article R 121.7. On vous dit, sauf disposition contraire, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint. Bon, et ça, c'est une liste classique, puisque c'est celle qu'on avait avant pour la représentation de l'assistance devant le tribunal d'instance, et c'est celle qu'on a aujourd'hui devant le tribunal judiciaire en procédure orale lorsque la représentation n'est pas obligatoire. Mais attention, il n'empêche que le principe reste toujours l'obligation de constituer avocat puisqu'on est devant le tribunal judiciaire. Et donc, en fait, cet article R 121.7 ne s'applique qu'en matière d'expulsion ou si, allez, soyons un peu génériques, mais malheureusement imprécis, si le montant de la demande est de moins, enfin, ne dépasse pas 10 000 euros. Vous voyez que devant le GEX, justement, la procédure est orale. Et là, vous avez ensuite des dispositions que ceux d'entre vous qui adorent la procédure civile connaissent déjà, c'est-à-dire que quand une procédure est orale, eh bien, il est quand même possible d'autoriser les parties à conclure. Je laisse de côté un certain nombre d'éléments que je vais considérer comme étant de détail, et vous avez donc ensuite je veux dire, les différentes procédures, ça va pas aller bien loin, il y en a deux, devant le GEX, la procédure ordinaire, donc, qui est introduite par voie d'assignation, et vous avez des éléments ensuite sur les mentions de l'assignation. Bon, c'est une assignation à date, c'est-à-dire pour une date précise, mais ça n'est plus très original, puisque aujourd'hui, devant le tribunal judiciaire, aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2021, toutes les assignations sont normalement à date. Il y a une possibilité d'assignation d'heure à heure, un peu comme on a parallèlement en référé en droit commun, en quelque sorte. Gna gna, gna gna gna, gna gna, gna gna. Alors si, là, ça intéressera aussi beaucoup Maître Fradin, normalement, la décision est notifiée par le greffe, ce qui n'empêche pas d'ailleurs, et quelquefois on le fait volontairement, de choisir de la signifier parce que ben, le greffe, quelquefois, tarde un peu à envoyer le recommandé. Je saute une fois de plus ce qui n'est pas totalement indispensable, mais normalement, vous devez apprendre tout ça quand même. Nous avons, enfin en principe, nous avons une possibilité d'appel à compter, enfin dans les 15 jours à compter de la notification de la décision. Je laisse de côté les conditions dans lesquelles l'appel sera formé et instruit. Ce n'est pas un cours de procédure civile. Hein. Normalement, vous connaissez tout ça par cœur, puisque vous avez eu précédemment des cours de procédure civile. Alors, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. Bon, on a envie de dire, ah ben oui, mais aujourd'hui, de toute manière, l'exécution provisoire est de droit. Non, ça n'a rien à voir là. On vous dit bien, il n'y a pas d'effet suspensif de l'appel. Donc, ça veut dire que, par exemple, la saisie qui a été faite va continuer à produire ses effets. Mais là, vous avez un texte que malheureusement, nous n'avons pas le temps de détailler, qui est tout à fait important, puisqu'il concerne le sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution. Effectivement, on n'est pas ici dans un arrêt d'exécution provisoire, puisque
c'est à la limite une exécution définitive, puisqu'il n'y a pas d'effet suspensif de l'appel. Et donc, il est possible, non pas effectivement demander l'arrêt de l'exécution provisoire, mais de demander un sursis à exécution en référé au premier président de la Cour d'appel. Et vous avez ensuite une disposition tout à fait spécifique, mais qui est finalement assez logique, vous voyez, jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, donc à compter du moment où vous avez assigné un référé, la simple demande suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation. Donc, si la décision attaquée n'a pas paralysé la saisie, et en revanche, elle proroge les effets attachés à la saisie ou aux mesures conservatoires si la décision attaquée avait ordonné la mainlevée de la saisie. Et c'est normal, vous voyez, ça ne marche pas dans le même sens, puisqu'il s'agit de surseoir à l'exécution. Si la saisie continue, on l'arrête. Et à l'inverse, si la décision avait ordonné la mainlevée, on prolonge. Alors, bon, en réalité, c'est très compliqué en pratique, mais si vous savez déjà ça, c'est pas trop mal. Et puis, ben, malheureusement, il faut que vous lisiez tous les textes qu'on vous met en plus, qui rentrent beaucoup plus dans le détail. Et donc, pour terminer sur ce point, il y a une possibilité également d'ordonnance sur requête devant le GEX, et parmi les requêtes qui sont présentées au GEX, il y a notamment les requêtes aux fins d'autorisation d'une mesure conservatoire. C'est la compétence de droit commun, en quelque sorte. C'est généralement au GEX qu'on demande l'autorisation d'une mesure conservatoire. Bon, c'est de la procédure, hein. Donc, c'est un peu indigeste. Par conséquent, je ne vais pas prolonger exagérément cette vidéo. Encore une fois, le plus simple dans la vie, c'est de lire les textes, hein. Et moi, je vous fais une vidéo pour vous inciter à les lire. C'est pour ça que j'ai partagé mon écran. Je vais d'ailleurs arrêter de partager mon écran avant de vous dire au revoir. Donc, voilà pour aujourd'hui. C'est de la procédure civile, plus que des procédures civiles d'exécution. J'espère que ce n'est pas votre rébarbatif. À bientôt.